Ici Saint-Étienne-Loire. 18h-19h, 100% synthé. Bonjour, alors je ne fais pas souvent de débrief, mais celui-là, vous m'avez gâté, merci. Les Verts se sont inclinés au plus mauvais moment, 2-0 à Bastia, qui était lanterne rouge avant notre passage en Corse. Vous savez, nous, si on peut aider les équipes en difficulté, on le fait. Ce sont un peu les valeurs stéphanoises de solidarité. Les Verts se sont compliqués la tâche et on va revenir sur ce week-end de foot avec celui qui a eu au moins la chance de passer le week-end en Corse. C'est Jérémy Marillier. Bonjour Jérémy. Salut Olivier, bonsoir à tous. C'est bien ce week-end? Très bien. Ouais. À part un moment entre 20h et 22h, sinon c'était génial. C'est pas génial. fou, mais ouais, très bien. Vous avez profité un petit peu de la mer? Oui, comment je suis bronzé. Putain, allez. C'est incroyable. Lui aussi, il a passé Ah non, il était en studio, lui, pas de bol. Joris Savy, bonjour Joris. J'ai pas bronzé, mais ceci dit, au moins, j'ai pas eu à faire le retour qu'a eu à faire Jérémy Marillier. Donc finalement, je me dis que j'étais plutôt chanceux en studio d'assister à cette purge stéphanoise. Le retour s'est pas bien passé? Ah si, en plus, très bien. Très bien. Ouais, mais combien de temps ça vous a pris? Combien de temps 55 minutes le vol entre Bastia et Lyon. Le temps d'aller à l'aéroport en Conef. Le temps d'aller, alors départ à 10h du matin. Non, je raconte tout vraiment minute par minute, c'est ça que vous voulez savoir? Vous avez fait quoi à la 44e seconde? Ça sera dans les bonus de YouTube. Très bien. ça vaut le détour. Lui, il passe une tête aussi ce soir. Comme moi, il a choisi son émission, son match. On ne pouvait pas mieux rêver. Bonjour Franck Taluto. Salut Olivier, salut à toutes et à tous. Du podcast Dessous de Verre, qui interviewe régulièrement des anciens Verts et un ancien Vert, ancien Troyen. C'est ça, le dernier en dette, c'est Damien Perkis, oui, tout à fait. À retrouver donc sur votre plateforme, et puis on pourrait renommer votre podcast ce soir Les Verts en dessous, puisqu'ils ont été en dessous de tout, on peut le dire, et c'est une très mauvaise opération. Le débrief de Bastia SS, c'est parti. Ici Saint-Étienne-Loire. 100% synthé. Olivier Rocher. Et on résume ce match entre Bastia et la SS. 100% synthé. Le match. Comment la S Saint-Étienne, candidate à l'une des deux places synonymes de montée en fin de saison, a-t-elle pu s'incliner sur la pelouse de Bastia? Une formation qui se bat pour ne pas être reléguée dans quelques semaines. La question est toujours sur toutes les lèvres de tous les supporters des Verts 2 jours après. Un début de réponse se trouve dans l'entame catastrophique des joueurs de Philippe Montagnier, menés après moins d'une minute de jeu. Kanté, Boakye et puis une frappe, attention Bastia, entrée de surface, le but, c'est pas possible. L'ouverture du score bastiaise après seulement 45 secondes de jeu. Incapables de revenir à la hauteur des Corses avant la pause, les Verts se sont montrés tout aussi incapables de mettre les ingrédients pour s'extirper de cette situation. Pire même, puisque Bastia a réussi à doubler la mise en seconde période. Attention à ce contre avec un centre entré, attention pour Ekmayer, tout seul la frappe et 2-0 pour Bastia. C'est pas possible. Allez. Comment c'est possible? Rentrons chez nous. Comment c'est possible? C'est horrible cette soirée qu'on est en train de vivre pour la Saint-Étienne. Un dégagement anodin de Bastier, entrée de surface. Un centre en retrait, il n'y a personne, entrée de surface côté stéphanois, où étiez-vous? Et voilà comment la SS concède sa 8e défaite de la saison, la première sous l'ère de Philippe Montagnier. Les Verts ont grillé leur joker, s'ils veulent encore monter, il faudra gagner les 3 dernières rencontres, sous peine de voir Le Mans leur passer devant, qui recolle au classement, égalité au nombre de points, car les Monceaux, eux, ainsi que les Troyens, n'ont pas oublié de gagner ce week-end. La SS ne pouvait pas plus mal commencer son match, ne pouvait pas plus mal choisir son match pour s'incliner. Alors déjà, commençons par cette rencontre avec donc un début de match catastrophique. Vous l'avez commenté, vous l'avez vécu aussi sur votre radio locale ici Saint-Étienne-Loire. Eh bien, on prend ce but au bout de 40-45 secondes. Comment expliquer ce but pris aussi rapidement, vous qui étiez à Bastia, Jérémy? Incompréhensible. De base, incompréhensible, c'est le terme malheureusement qui est revenu dans la bouche de tous les Stéphanois passés à notre micro après la rencontre, mais on peut l'expliquer tout simplement par des mots qui reviennent malheureusement souvent ces dernières semaines. À l'extérieur, des choses qu'on n'avait plus vues depuis l'ère Eric Orneland, un état d'esprit défaillant, le fait de se croire peut-être un peu trop facile, un peu trop suffisant. Et ce premier but, résume finalement la soirée qu'on a passée du côté de Bastia avec cette perte de balle au milieu de terrain entre Cardona et Abdoulaye Kanté. Et puis après, on laisse le Bastia avancer, qui nous adresse une frappe incroyable à 25 mètres. Oui, ok, le but est magnifique, la frappe est incroyable.
Mais c'est pas possible d'encaisser un but comme ça, de cette façon-là, après seulement quelques secondes de jeu, avec aussi peu d'agressivité, aussi peu d'intensité. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde avait pointé ça jeudi en conférence de presse d'avant-match, que ce soit Abdoulaye Kanté, Philippe Montagnier, les entames ratées depuis maintenant plusieurs semaines à l'extérieur, Nancy, Grenoble. Et c'était encore pire finalement, c'était encore pire de le savoir, de l'annoncer, de dire qu'on va le faire, de dire que ça ne va plus arriver et voir que finalement le constat est encore pire. C'est peut-être ça le plus inquiétant à l'issue de ce match face à Bastia. Ouais, parce que Franck, quand on voit ce but-là, le buteur Bastien n'est pas dérangé. Il est pas embêté pour frapper, quoi. Non, parce que c'est une perte de balle on voit tous sur des matchs de district, c'est une perte de balle anodine comme il en arrive plein par match, mais sauf que quand vous n'avez personne qui met de la détermination pour récupérer le ballon, ça crée une occasion de but. Après, la frappe, elle est quand même magnifique. Je pense que s'il la retente 10 fois, c'est pas sûr qu'il la mette 10 fois au fond. Donc il y a ce facteur chance, mais en face, c'est pas normal. Au bout d'une minute, il n'y a pas de notion de fatigue, de déconcentration. Enfin, ça devrait pas arriver. Alors, vous parlez un peu tous les deux de détermination. C'est un peu ce qui a été dit après le match. Je vous propose d'écouter Philippe Montagnier qui est revenu donc sur cette défaite de l'AS Saint-Etienne, de son équipe à Bastia. C'est une déception parce que chaque point est précieux et on n'a pas réussi ce soir à imposer notre jeu. On démarre par un but fulgurant, mais ça arrive dès les premières secondes et il y a tout le temps de revenir. Mais je trouve qu'au niveau individuel, collectif, au niveau de la détermination, on était très en dessous de nos standards. Et quand on est comme ça, c'est difficile de gagner. Eux, ils doivent se sauver, nous, on doit monter, donc on doit avoir au moins la même détermination. Donc on a fait un match à ce niveau-là en dessous de notre adversaire et la détermination, ça reste un paramètre important. Mais le football, la vérité, elle sort du terrain et aujourd'hui, on ne méritait pas mieux. La détermination était en dessous. Joris, c'est difficilement compréhensible, ça aussi, qu'à ce moment-là du championnat, avec les enjeux qu'il y a, que la détermination ne soit pas au rendez-vous. Ouais, c'est difficilement compréhensible. Et puis en plus, je suis assez d'accord avec Jérémy Maillet. La thèse de l'accident, elle est plus possible pour la Saint-Etienne, parce que ça faisait déjà 2 matchs qu'on était avertis, 2 matchs où on était un petit peu en dessous à l'extérieur. Alors à domicile, on le sait, il y a cette forteresse qu'est Geoffroy Guichard, ce public incroyable qui permet de se sublimer. Mais à l'extérieur, ça fait quand même 3-4 semaines que c'est plus compliqué pour les Verts. Et là, cette fois, ça l'a pas fait à Bastia. C'est à Nancy, on avait été capable d'arracher un point au courage et on avait souligné justement l'état d'esprit des Verts qui n'avaient rien lâché jusqu'au bout du temps additionnel pour amener un point qui allait compter. À Bastia, ça n'a pas été le cas et je trouve que c'est quand même un problème qui est assez systémique du côté de la Saint-Etienne cette saison, à se saborder quand elle a son destin entre les mains. On sent une équipe en fait qui est suffisante et qui, dès qu'elle a un petit peu un chouïa d'avance en Ligue 2, et elle en met un petit peu moins. Et là, je pense que malgré tout, même si on nous a dit qu'on préparait ce match et qu'on jouait pas le dernier de Ligue 2, je pense que dans la tête de nos joueurs, on s'est dit on affronte le dernier de Ligue 2 et ça va le faire. Sauf qu'en fait, l'AS Saint-Etienne n'a pas de marge et elle doit être à 100% à chaque match et elle l'a pas été. Et je trouve que ce but, il symbolise vraiment la défaillance collective stéphanoise, ce but au bout de 44 secondes, parce qu'on cite la perte de balle, mais il y a au moins 5-6 joueurs qui sont fautifs sur cette action. Il y a la perte de balle de Cardona, le pressing de Kanté qui n'est pas bon, les 2 défenseurs centraux qui n'avancent pas et qui laissent le Bastia frapper à 20 mètres, et l'Arseneur, excusez-moi, qui est d'un 6-7 mètres, trop avancé de son but. Donc en fait, c'est vraiment un but qui collectivement, il y a des erreurs de partout. Et au bout de 44 secondes, c'est pas permis. C'est-à-dire qu'on se permet, Jérémy, de ne pas rentrer tout de suite dans la partie parce qu'on se dit ça va, c'est le dernier de Ligue 2. Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit le dernier de Ligue 2 en face, c'est juste quelque chose qui est malheureusement récurrent depuis les 3 derniers matchs, en tout cas à l'extérieur, de se voir peut-être un peu trop tranquille, dans un contexte différent de celui de Geoffroy Guichard, de ne pas mettre tous les ingrédients nécessaires en termes, encore une fois, d'agressivité, d'intensité. Et au final, de se saborder. Enfin, ça a été le cas à Nancy en encaissant un but après 5 minutes de jeu, je crois, de mémoire. Et là, après 45 secondes, et encore une fois, le terme de saborder, comme le dit Joris, est parfaitement juste, parce que quand on se remet dans ce contexte, en face de nous, on avait quand même une équipe de Bastia en crise totale. 11 matchs sans victoire, seulement 2 buts marqués à domicile en 2026 pour cette équipe de Bastia. Un contexte plus que tendu avec un match qui a dû se jouer sur terrain neutre il n'y a pas si longtemps, des tribunes avec un huis clos partiel, une ambiance vraiment très calme à Bastia. Enfin, c'était bon enfant en tribune. Enfin, tout était tranquille. Et qui a réveillé tout ça ?
l'AS Saint-Etienne. Déjà, le match aller, on avait permis à Bastia de faire un résultat honorable à Geoffroy Guichard. Alors, on était prévenus parce que déjà à l'extérieur ces derniers temps, ça n'allait pas en entame de match. Et en plus, cette équipe bastiaise nous avait déjà créé des problèmes. On a encore moins d'excuses, Franck. Mais c'était le même scénario avec une équipe qui n'avait pas marqué depuis je ne sais plus combien de temps avant de venir à Geoffroy Guichard. À Je l'extérieur, crois jamais. Ils avaient je crois qu'ils n'avaient pas marqué de la saison. Voilà, donc c'était incroyable. Ils en avaient mis 2. Ils auraient même pu gagner ce match avec un peu plus de réussite. Mais c'est sûr que une équipe comme ça qui a besoin de prendre des points et qui mène 1-0 au bout de 45 secondes, ça change complètement son plan de jeu, parce qu'elle n'a plus besoin justement de faire le jeu. Elle peut se contenter de défendre et de mettre du cœur, ce que les Bastions ont quand même bien fait. Il y a même eu, des fois, ça allait un peu au-delà de la limite, mais voilà, ils ont joué leur jeu. Ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Et Saint-Etienne, en revanche, on n'a pas été capable. Et c'est bien dommage. Oui, et ce but finalement mis en confiance de manière totale cette équipe de Bastia qui derrière dans son plan de jeu n'avait plus, il faut le faire quand même, de rester solide comme ça devant sa cage dans ses 20-30 derniers mètres. Mais on a aussi une équipe de l'AS Saint-Etienne à partir de ce moment-là, hormis le premier quart d'heure peut-être où on a eu des occasions avec Boakillé, avec Stassin, mais une équipe stéphanoise avec un jeu beaucoup trop pauvre, beaucoup trop prévisible, lisible pour réussir à les mettre en difficulté avec des longs ballons, abusés de longs ballons. On a tous en mémoire des longs ballons profondeur de Nadé, de Le Cardinal, avec un Irving Cardona perdu sur son côté, beaucoup trop de déchets techniques pour pouvoir faire quelque chose, et une impuissance finalement totale. Et c'est ça qui est fou aussi dans ce match-là, face à une équipe de Bastia. Alors oui, il y a du courage, oui, il y a la volonté de se battre, mais objectivement, cette équipe de Bastia, elle a impressionné personne dans le jeu samedi. Elle a fait avec ses armes, elle l'a très bien fait. Mais c'est triste de voir une équipe stéphanoise aussi impuissante face à une telle opposition. Elle a tellement bien entamé son match que finalement elle n'avait pas forcément besoin d'être impressionnante derrière. Justement, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que c'est l'échec d'un schéma tactique, les limites aussi d'une technique tactique de Philippe Montagnier et de ses joueurs ? On se pose la question maintenant. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Il n'y a pas grand-chose qui a changé entre les deux matchs, en tout cas par rapport aux hommes. Le même schéma qui a été répété après la victoire face à Dunkerque. Franck Taluto du podcast de Soudevert, justement, vous, est-ce que vous trouvez que prendre les mêmes et recommencer avec les mêmes, c'était pas forcément la meilleure des idées ? Est-ce qu'on a atteint peut-être les limites d'un schéma tactique ? C'est ce que j'allais dire, en tout cas ça montre les limites de ce principe-là. Il est quand même louable. C'est vrai que c'est difficile de sanctionner des joueurs qui ont gagné en les sortant de l'équipe. Mais on voit que certains, depuis 3-4 matchs, c'est difficile. Augustine Boakillé est moins bien, Irving Cardona est beaucoup moins bien, Emile Mouefek, moi j'avais pas vraiment été convaincu par sa titularisation au match précédent. Donc je comprends cette volonté de donner de la confiance et de la rendre, en tout cas de récompenser ceux qui ont gagné. Et c'est pas infamant de perdre une fois en 10 matchs. Sauf que là on arrive à un moment de la saison où on peut pas se le permettre. Et je crois que c'est l'entraîneur du Mans justement qui en a parlé en disant qu'il avait fait tourner et fait 4 changements. Parce qu'il y a aussi, on arrive à un moment de la saison, les joueurs commencent mentalement à être un peu dans le dur, parce que ça fait depuis le mois de juin, voire juillet, qui piochent, qui sont au boulot. Et peut-être que des fois, de mettre un peu de frais, ça peut faire du bien aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de fraîcheur, peu de remplacement aussi derrière. On en pense quoi, Joris, là, de cette tactique de Philippe Montagnier sur ce coup-là ? Ouais, je pense qu'il y a aussi malheureusement quelque chose qui fait que Philippe Montagnier a moins de choix, c'est d'avoir repositionné des joueurs qui normalement ne jouent pas à ces postes-là. Je pense à Benold, je pense à Augustine Boakillé, qui aurait fait du bien en sortie de banc face à Bastia. Et malheureusement, le fait de les avoir titularisés à d'autres postes fait qu'on n'a plus beaucoup de solutions offensives. Finalement, Philippe Montagnier, il a écoulé ses cartouches offensives, à savoir Miladinovic et Dufus dans ce match-là. C'était les deux seuls qu'il avait à disposition sur le banc. On voit que Djilan El Guessan a été envoyé en réserve. On aura l'occasion d'en reparler, en plus victime d'une nouvelle alerte musculaire. Donc on risque de peut-être pas le revoir d'ici la fin de saison. Et puis on voit en fait que le banc qu'on a un très bon banc du côté de l'AS Saint-Etienne, normalement pour une équipe de Ligue 2, mais voilà, on a pioché un petit peu dans les attaquants pour les positionner en défense au milieu de terrain, ce qui fait qu'au final on n'a plus une profondeur d'effectif tel qu'on avait en tout début de saison. Donc ça, c'est aussi dû à certains choix. Alors, est-ce que dans cette fin de saison, on ne faudra pas revoir ces choix-là ? Moi, je pense que ça peut être aussi une opportunité pour des Joao Ferreira qui reviennent, en tout cas, qui sont sélectionnables, comme l'a dit le coach, ou même Ebenezer Hanan, parce que ça permettrait justement d'avoir un petit peu plus de cartouches offensives. Parce que là, on parle surtout du côté offensif, vu que l'AS Saint-Etienne était mené 2-0. Il y aura aussi l'interrogation Mahmoud Jaber, qui n'est pas du tout entré en jeu face à Bastia.
Donc voilà, avoir son état physique, il avait fait une super rentrée, j'avais trouvé face à Dunkerque. Là, on l'a pas vu. Donc voilà, il y a pas mal d'interrogations et dans cette fin de saison. À 3 matchs ou plus, il va falloir qu'on puisse y répondre à ces interrogations parce qu'on aura besoin de tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas vu Jabber. On a des infos là-dessus ou pas vraiment? Parce que c'est vrai qu'il nous a forcément, non, pas rentré. Est-ce qu'il y a eu une petite alerte à nouveau physique pour Mahmoud Jabber? Mystère pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas l'information, mais c'est une possibilité de ne pas le faire rentrer dans un match comme celui de Bastia. C'est une vraie interrogation. On n'a pas pensé non plus, enfin moi j'ai pas pensé à poser la question à Philippe Montagnier après la rencontre, mais oui, pour rebondir sur ce que disait Joris, ce système-là en 4-3-3 avec un Boakye reculé et beaucoup de joueurs offensifs alignés d'entrée, quand ça marche, c'est génial, mais dès que vous vous retrouvez en difficulté, la profondeur de banc pose question offensivement. À partir du moment où vous faites rentrer Dufus et Miladinovic vers l'heure de jeu, enfin Dufus surtout très rapidement à la place de Cardona derrière, si ça ne fonctionne toujours pas, vous êtes totalement coincé. Et vous terminez un match sans solution, avec sur le banc Apia, Lamba, Bernauer. 3 défenseurs. On a déjà vu Apia rentrer au milieu de terrain il n'y a pas si longtemps. Mais ouais, mais pour garder un score. Vous l'auriez fait rentrer, ça, Denis Apia. Peut-être pas à ce moment-là, non, c'est sûr. Donc voilà, non, mais c'est une vraie problématique aujourd'hui aussi dans cette équipe de l'AS Saint-Etienne, et en tout cas, ça l'a été samedi du côté de Bastia. En tout cas, le cas Mahmoud Jabber, justement, il est vraiment intéressant parce que moi, devant la télé, je pensais qu'il y avait une petite chance qu'il démarre parce que j'avais bien aimé effectivement son entrée en jeu. Et dans un match comme à Bastia, où on pouvait s'attendre justement à ce que ce soit rugueux, que ce soit animé au milieu de terrain, je pensais qu'il pouvait amener un peu cette détermination dont on parlait tout à l'heure. Et le fait qu'il n'entre pas du tout en jeu, là on commence à se poser des questions forcément et on en saura peut-être plus. Oui, alors peut-être qu'il avait un pépin, mais mettons, il était opérationnel, c'est quelqu'un qui aurait pu faire du bien dans la conservation de ballon, c'est pour ça la qu'on récupération. s'oriente quand même vers quelque chose de plus du niveau du pépin, même si on n'a pas d'informations à ce niveau-là. C'est quand le milieu de terrain, surtout le milieu de terrain samedi, franchement Kanté, je pense que c'est son pire match depuis son arrivée à l'AS Saint-Etienne. C'est inconcevable de ne pas faire rentrer Mahmoud Jabber dans un match comme ça. Donc c'est vrai que ça pose question. Et ça pose question pour la fin de saison parce qu'un Abdoulaye Kanté qui n'avait quasiment pas joué en première partie de saison, là il vient d'enchaîner pas mal de matchs depuis son arrivée, forcément que lui aussi ça va tirer dans son organisme et qu'il va falloir aussi qu'à un moment donné on puisse le remplacer. Donc il y a plein de petites questions comme ça qu'il faudra se poser et voilà, il y aura des choix à faire et je pense qu'il va falloir aussi peut-être faire un petit peu plus de changements, peut-être pas forcément mettre les meilleurs au coup d'envoi à chaque fois, mais peut-être aussi faire un petit peu de gestion, et parce que parfois c'est la fraîcheur qui va faire qu'un joueur va être meilleur qu'un autre. Jérémy. Non, c'est fou. Enfin, ça fait un quart d'heure qu'on a démarré l'émission et ça passe vite. Vous m'auriez, oui, c'est tellement bien animé que voilà, les choses passent relativement vite quand c'est comme ça. Bravo à vous, Olivier Rocher, vous êtes merveilleux, fabuleux. Ça fait trop. Pardon. J'ai toujours un problème de curseur à placer. Je sais pas jamais trop où le placer. Non, mais la semaine dernière, qui aurait imaginé qu'on aurait un début d'émission comme ça, finalement, à se replonger quasiment 6 mois en arrière. On ressort de ce match-là à Bastia, qui était censé sur le papier être le match à gagner. Et on a des doutes plein la tête. En tout cas, le match à pas perdre. Oui, le match à ne pas perdre. On a des doutes plein la tête et on ne sait pas comment on va finir cette saison. Et ça, malheureusement, on aurait peut-être dû s'y préparer aussi. C'est-à-dire que vous avez l'impression de retourner à l'ère Horneland ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais il y a des choses qui vous rappellent de cette époque. Il y a des choses qui nous ont rappelé, qui moi m'ont rappelé ça par rapport au match de Bastia. Il y a énormément finalement de similitudes. Et même dans les mots employés après le match par Philippe Montagnier, le terme de détermination, d'absence de détermination, d'état d'esprit, c'est exactement le reproche principal qu'on faisait sous l'ère Horneland à cette équipe stéphanoise. Les entames ratées, ça commence à se multiplier maintenant désormais aussi. Entames ratées, on se souvient sous Horneland du match au Red Star, du match à Annecy également, le manque d'agressivité, les déchets techniques. Combien de fois Eric Horneland nous a parlé des déchets techniques de ces joueurs qui plombaient l'animation. On est de retour à ce niveau-là. Hier soir, avant-hier, malheureusement, samedi soir plutôt. Une multiplication de touches de balles. On a des joueurs qui ont dépassé la centaine de ballons touchés du côté de Bastia, ce qui arrivait très souvent sous Horneland, ce qui arrivait très rarement finalement sous Philippe Montagnier. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Parler de fin d'effet Montagnier et de retour finalement à quelque chose qu'on a vu en début de saison, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais il y a de quoi peut-être se poser la question. Mais au-delà du coach, c'est peut-être des joueurs qui retombent un peu dans des travers finalement. Non, encore une fois, il y a des chiffres. Les chiffres rappellent un peu le contenu des matchs avec Eric Horneland, ce jeu un peu stéréotypé. Où ça ronronne finalement, où il n'y a pas d'explosivité, il n'y a rien qui se passe. Je crois qu'on est à 75% de possession de balles, 500 passes à 150, quelque chose comme ça. Presque 600 passes même, je crois. Et je crois qu'il y a 2 tirs cadrés.
Donc ça veut dire que vous avez fait gauche-droite, 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 et qu'il ne s'est rien passé finalement. Alors qu'il y avait quand même sur le papier du talent devant capable sur une étincelle de créer quelque chose, mais et d'ailleurs, les 2 tirs cadrés stéphanois, ils sont très tôt dans le match. Comme le disait Jérémy, c'est dans le premier quart d'heure. Il y a cette belle frappe de Boaké et cette reprise du genou de Stassin sur un centre de Cardona, et c'est tout. Donc c'est-à-dire qu'à 12e ou 14e minute, c'est rideau. Les Verts n'ont plus cadré une seule frappe. Après, il y a eu cette barre en fin de match, mais d'une tête bastiaise. Enfin voilà, c'est tiré par les cheveux. Peu de choses à se mettre sous la dent depuis pendant ce match. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé sur ce moment-là le match à Nancy où l'équipe concède l'ouverture du score très tôt. Et puis derrière, on voit que ça pousse. On se dit, voilà, ça va être une question de minutes avant qu'ils arrivent à faire craquer les Bastiais. Sauf que c'est retombé assez vite finalement. On n'a jamais trouvé la faille en fait. Non, on l'a jamais trouvé. Enfin, encore une fois, pendant un quart d'heure, on a cru à un réveil. Et à la fin du premier quart d'heure, rideau. Et ça a été très 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 faible jusqu'à la fin de la rencontre, malgré un réveil en fin de seconde période. Il y a cette occasion quand même pour Josh Dufus, qui n'est pas négligeable. Il y a un centre depuis la droite aussi vers Stassin qui rate sa reprise de volée au point de pénalty, mais c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu pour inquiéter une équipe de Bastia. Et oui, il y a de quoi quand même s'inquiéter aujourd'hui. Y a-t-il des leviers, y a-t-il des ressorts? Mais quand j'entends encore une fois Michael Nadé nous parler de montagnes russes à la Saint-Etienne en ce moment, bah oui, les montagnes russes, c'est ce dont nous parlait Eric Horneland pendant des mois et des mois à la SS. Quand on entend un Philippe Montagnier nous parler de manque de détermination, c'est aussi quelque chose que nous répétait Eric Horneland. Donc attention à ne pas retomber là-dedans. Mais si on peut voir quand même le verre à moitié plein, si on peut se réjouir de quelque chose par rapport à ce match face à Bastia, c'est que généralement les Verts sont plus dans la réaction cette saison. Oui, les montagnes russes. Ouais, exactement, mais je pense que cette claque à Bastia va nous faire du bien paradoxalement avant ce match face à Troyes. Là, on peut plus se voir trop beau. On vient de perdre chez le dernier, maintenant qui n'est plus dernier grâce à nous, de Ligue 2. Ça fait plaisir. Exactement. Mais voilà, on peut pas se voir trop beau avant ce match face à Troyes. On a 4 points de retard. Et je pense que dans cette fin de saison, s'il y a un micro-truc positif à trouver de ce match-là, c'est que les Verts, là, ont peut-être eu leur dernier avertissement. Et que là, il va y avoir ce match face à Troyes où il n'y aura pas le droit à l'erreur. Derrière, il y a un déplacement à Rodez. Il suffit d'ouvrir le classement et les derniers matchs de Rodez pour voir que c'est l'équipe en forme du moment en Ligue 2. Donc je ne pense pas qu'il y aura de complexe de supériorité, j'ai envie de dire, du côté de la Saint-Etienne, ce qu'on a trop souvent vu cette saison. Vous voulez rajouter quelque chose, Jérémy, sur le match? Oui, mais j'ai oublié. Donc on peut c'est super. Voilà. Belle intervention. Ça, c'est votre meilleur depuis le début de l'émission. Merci, ça me fait plaisir. C'est efficace, c'est hyper court. Voilà. Justement, on va continuer sur ce que vous aviez entamé là, Joris, sur justement la suite. On a grillé un joker samedi soir face à Bastia. Et on est un petit peu sous pression là, un petit peu. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Jusqu'à 19h. Joker grillé, on peut le dire. Je crois que c'est Michael Nadé qui le dit à la fin du match. Joker grillé avec cette défaite face à Troyes. On rappelle évidemment le contexte de cette défaite qui est vraiment on tombe au plus mauvais moment, au plus mal de ce championnat, puisque les Manceaux se sont imposés 1-0 face à Clermont. C'était vendredi soir, et puis un peu plus tôt samedi dans l'après-midi, Troyes s'est imposé également. Donc il fallait pas perdre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a perdu, parce que nous, on aime bien se rendre la tâche pas trop facile, sinon c'est pas drôle. La suite... Vous nous dites qu'on va aller en barrage, c'est ça? Non. Si, j'ai compris. C'est ce que je ne veux surtout pas. Non, je veux pas ça du tout. Mais c'est vrai que du coup... Vous avez réservé un hôtel à Auxerre, c'est ça déjà? Ouais, Nice. J'avoue, Auxerre, j'ai toujours rêvé d'y aller. En vrai, Nice, fin mai, pour le coup, il y a quand même quelque chose de cool. Les beaux jours sont là, voilà. on se promène sur la promenade des Anglais, on mange une petite soca sur la plage, c'est pas mal. En effet. Après un play-off, franchement, contre Rodez qui est en pleine forme, je suis pas sûr que les Verts signent pour ça. On va essayer d'éviter Rodez, justement. Ça sera pas notre prochain match, mais le match suivant, là-bas en plus, vous l'avez dit, face à une équipe qui est très en forme. Donc nous, on a perdu. Le Mans et Troyes sont en pleine bourre. Il y a 4 points d'avance pour Troyes par rapport à nous. On est à égalité de points avec Le Mans. Seule la différence de but nous permet de rester sur cette seconde place. Et légère d'ailleurs. Ouais, ça a souligné. C'est se joue à 3 buts, je crois. 3 buts, ouais. Voilà. Donc là-dessus non plus, va falloir faire attention. Sur 3 matchs, ça peut aller vite. Ouais, on est une avance très très mince. La semaine prochaine, samedi, le match n'aura pas la même saveur face à Troyes. On se disait, tiens, si on gagne à Bastia, ça peut être le match de la bascule, et pourquoi pas, on peut croire au titre derrière, si on fait le job, bien sûr. Là, ça ne sera pas du tout la même. On aura
je sais pas, moi je vais aller au stade avec la boule au ventre, Jérémy, samedi face à toi. Oui, je serais pas bien. Parce que clairement, on est obligé de gagner, quoi. C'est clair. Enfin voilà, et parce que sinon on peut vite se retrouver troisième. Oui, on peut se retrouver troisième effectivement dès samedi, et ça on ne l'avait pas forcément imaginé, mais oui, c'est malheureusement le constat de cette semaine qu'on va vivre, une semaine que beaucoup d'entre nous, moi compris, imaginaient comme une semaine de fête, une semaine avant ce match face à Troyes, dans un stade qui aurait pu accueillir peut-être 100 000 personnes vu les demandes de billetterie, un match qui aurait pu faire la bascule, comme vous l'avez dit, pour une première place et pour aller chercher un titre honorifique de champion de Ligue 2, avec la montée aussi accessoirement. Un match, oui, on va avoir la boule au ventre. La boule au ventre face à des Troyens qui, eux, quoi qu'il arrive, seront premiers à l'issue de ce match, qui, s'ils s'imposent, seront officiellement en Ligue 1 aussi, quoi qu'il arrive. Ils ont l'occasion de faire la fête à Geoffroy Guichard, devant 40 000 personnes, devant leur parcage qui sera rempli, en cas de victoire chez nous. Petite fête, il n'y a pas de problème. Et avec derrière un calendrier loin d'être simple quand même. Rodez qui est invaincu depuis le mois de novembre. Rodez qui n'a plus perdu chez lui depuis le mois de septembre. On va aller là-bas également. Ce match face à Amiens qui va être très compliqué aussi face à une équipe d'Amiens qui aura peut-être encore quelque chose à jouer. Peut-être en fonction. Mais on va pas penser à ça. On va se dire peut-être qu'on voit le verre à moitié vide alors qu'il est peut-être encore à moitié plein et qu'on est toujours deuxième. Voilà, on va peut-être se limiter à ça. C'est normal de se dire qu'on va pas vivre le même match qu'on aurait souhaité, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'est quand même important de souligner que malgré tout, l'AS Saint-Etienne a son destin entre les mains. Si l'AS Saint-Etienne gagne ses 3 matchs, alors à moins que Le Mans gagne ses 3 et qu'ils mettent volley sur volley à chacun de ses adversaires, l'AS Saint-Etienne sera en Ligue 1. Donc ça, c'est quand même très important de le dire parce qu'on parle quand même d'une saison où on a connu des hauts et des très bas aussi. Enfin, quand au sortir du match contre Boulogne, si on nous avait dit qu'aujourd'hui on aurait notre destin entre les mains, je pense qu'on aurait signé tout de suite. Donc ça, faut pas l'oublier. Et moi, là où je suis plutôt optimiste, c'est que souvent après les claques, l'AS Saint-Etienne a su réagir. Je repense à celle d'Annecy où les Verts avaient su faire le travail derrière contre Pau. Derrière celle de Boulogne-sur-Mer, il me semble que c'est une victoire contre Montpellier. Donc voilà, il y a eu souvent des réactions de l'AS Saint-Etienne. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on a dénoncé, Pau, cette AS Saint-Etienne, souvent à réaction et jamais vraiment dans l'action. Donc voilà, maintenant les cartes sont entre nos mains, il faut gagner tous nos matchs. On a un calendrier qui n'est pas facile. Mais déjà, une victoire face à Troyes ce week-end, face au leader, ça permettra aussi de resserrer tout, ce qui fera que Troyes ne serait plus cavalier seul en tête. Troyes aurait plus qu'un point d'avance, donc il serait pleinement mêlé à cette course aux 2 premières places. Parce que là, comme vous le disiez, si Troyes gagne, potentiellement c'est déjà la Ligue 1 pour eux. Et puis c'est surtout que l'AS Saint-Etienne sera complètement largué. Et puis peut-être largué aussi par Le Mans. Donc voilà, c'est sûr que là, ce match-là qui arrive, il est capital, pas dans le sens dans lequel on l'aurait espéré, parce qu'on aurait aimé pouvoir passer devant 3 avec ce match-là. Mais quoi qu'il arrive, l'importance, elle est folle pour ce match-là. Je suis d'accord avec vous, on a le destin entre nos mains pour la montée. Alors après, je ne sais pas si ça importe ou pas. Pour vous, messieurs, le titre, clairement, là, on n'a pas le destin entre nos mains pour un titre. Je ne sais pas, ça vous importe, ça, vous, le titre ou pas, Franck ? Pas du tout. Pas du tout pour le moment. Et ça me rappelle si vous n'avez pas envie de faire la fête, vous le dites. Non, mais après, on a l'expérience des années précédentes. Et moi, ça me rappelle un peu ce qui s'était passé il y a 2 ans. Avec une équipe qui fait une grosse remontée, qui pioche sur les 2-3 dernières journées. Donc, j'ai un peu peur de ça. Après, l'équipe de cette saison a montré que dos au mur, elle savait bien réagir. Je me rappelle du match aller contre Pau. Et puis il y en a plusieurs qui ont connu cette expérience d'il y a 2 ans. Les Denis Sapia, les Gauthier Larsonneur. Je pense qu'ils n'ont pas envie de revivre ça, de dépendre de matchs de barrage. Qu'on peut compter sur eux quand même pour réagir et essayer d'amener à l'intérieur du groupe cette bonne parole. Face à une équipe du Mans, parce qu'on va se concentrer sur le Mans, puisque le titre c'est pareil, comme Franck, le titre pour moi c'est quelque chose d'assez accessoire vu l'enjeu d'une remontée directe, une équipe du Mans qui ne craque pas. Enfin, c'est le constat aussi. Comptons d'abord sur nous-mêmes avant de regarder ce que fait le Mans. On parle souvent d'un championnat de dynamique pour cette Ligue 2. La dynamique stéphanoise désormais, c'est du yo-yo, c'est de la montagne russe entre l'extérieur et domicile. Le Mans c'est linéaire. Le Mans c'est 5 victoires lors des 6 derniers matchs. Le Mans c'est 3 clean sheets lors des 3 dernières rencontres. Donc c'est du solide et ça va vraisemblablement rester solide encore un paquet de temps. Le calendrier du Mans, il est pas simple pourtant. Il est pas facile. Il y a un déplacement à Grenoble. Qui peut assurer son maintien ce week-end où c'est jamais simple d'aller. Il y a la réception de Reims qui ça y est se remet à gagner des rencontres, donc ça va pas être simple. Et aussi un déplacement à Bastia pour terminer ce championnat avec une équipe de Bastia relancée par on ne sait qui peut donc toujours croire au moins à accrocher une place de barragiste.
dans 3 semaines, peut-être que Bastia pourra toujours se sauver. Donc c'est ce qu'il faut espérer. Un sacré d'ailleurs. match là aussi. Si Bastia pouvait avoir encore des chances de se sauver, ça pourrait donner une importance capitale à ce match. Parce que c'est vrai que si Bastia est déjà en national, je vois mal Le Mans aller perdre là-bas. Mais bon, il me semble qu'une équipe, il n'y a pas si longtemps, avait perdu contre une équipe déjà reléguée en National 1 alors qu'elle pouvait monter directement en Ligue 2. Je vous la donne en mille. L'AS Saint-Etienne qui avait perdu à QRM alors que QRM était déjà relégué. Donc on ne sait jamais. Non, et puis selon comment ça se situe, les scénarios en bas de classement, nous on reçoit Amiens pour le dernier match. On ne sait pas, peut-être qu'Amiens aura encore quelque chose à jouer, même si c'est compliqué. Amiens, pour le coup, peut aussi n'avoir rien à jouer parce que eux, c'est les plus en retard maintenant, finalement, dans ce classement-là. Vous imaginez, un dernier match avec de l'enjeu face à Amiens déjà condamné. 0-0, penalty, et Paul Bernardoni nous l'arrête à la dernière minute. Il est écarté. Qui joue déjà Ils ont un point de retard avec Laval, premier dans le relégable, les Aminois, donc rien. Mais Laval joue ce soir. Il joue ce soir. Laval a un match en retard, exactement. Mais il va y avoir une donne qui va changer, c'est que pour les 2 dernières journées, tout le monde jouera en même temps. Donc il n'y aura pas de calcul, ce sera plus compliqué en tout cas, il faudra s'ajuster en temps réel. Et ça, c'est peut-être pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, multiplex qui a été décalé de la dernière journée, qui devait avoir lieu à 17h, ça aura lieu à 20h, vu que le multiplex de la Ligue 1 a été déplacé au dimanche, avec la qualification de Strasbourg en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc ça sera en soirée. Bon, les Verts, au moins, ça leur changera rien. Ils auront joué toute la saison à 20h quasiment. C'est peut-être un avantage. Ils seront peut-être pas déconcentrés par ça, bousculés par cet horaire-là. Juste, on s'est mis la pression quand même, presque inutilement. En fait. C'est ça dans cette fin de championnat, on n'avait pas forcément besoin de ça. Et est-ce que cette pression, du coup, peut jouer contre nous ? C'est toute la réponse, tout l'intérêt de ces 3 derniers matchs. Oui, réagir une nouvelle fois, comme cette équipe a su le faire très souvent cette saison. Et espérer, on va tous croiser les doigts pour ne pas revivre et ne pas faire un flashback il y a 2 ans. Voilà, et connaître des barrages, connaître des dernières journées compliquées. Il y avait eu Rodez, il y avait eu un match nul à Guingamp, il y avait eu cette défaite, Joris l'a dit, à Quevilly-Rouen en métropole. Donc voilà, le destin, les Verts l'ont encore entre leurs mains. À eux de ne pas le lâcher. 20h, le coup d'envoi de Saint-Etienne, 3 matchs ô combien importants, match à guichet fermé, en plus ça va être une fête incroyable, il y aura une ambiance de fou dans ce chaudron qui va être bien rempli, ils ont ouvert aussi les balcons. Je sais pas, j'ai entendu dire qu'il y a des supporters qui iraient la boule au ventre. Un petit peu, moi. Voilà. Mais évidemment, on sera tous derrière eux et ça sera à vivre dès 19h sur votre radio locale, ici Saint-Etienne-Loire. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. Olivier Rocher. Et on passe maintenant au top et au flop, aux évaluations individuelles de cette rencontre entre Bastia et l'AS Saint-Etienne avec Franck Tahuto du podcast Dessous de Verre avec Joris Sabidevect et puis également Jérémy Marié, notre commentateur à ici Saint-Etienne-Loire. Est-ce qu'on commence par les tops, ça va peut-être aller plus vite, je sais pas. Oui, si vous voulez, je sais pas. Et en même temps, on va regarder également les notes du site Évêque par les supporters. Jérémy, tiens, on va commencer avec vous. Est-ce qu'il y a un joueur, peut-être un, qui a tiré son épingle du jeu malgré tout là-dedans ? C'est compliqué de tirer une épingle positive de ce match finalement où c'est collectivement que la Saint-Etienne a pêché. Oui, peut-être qu'un Julien Le Cardinal a été visible, mais de là à considérer un joueur comme étant un top dans une rencontre aussi mauvaise, c'est très compliqué. Peut-être un match un peu moins compliqué que d'autres pour Julien Le Cardinal, mais je dirais pas top non plus. Ouais, c'est le joueur le mieux noté d'ailleurs par les internautes sur Évêque. Il atteint 4,3. Ah ouais. C'est le joueur le mieux noté aussi chez nos confrères du Progrès. Moi, je lui ai pas mis la moyenne. Il a eu 5 chez nos confrères du Progrès. Moi, je lui ai quand même pas mis la moyenne parce que certes, il a peut-être été moins mauvais que les autres, mais il est quand même impliqué sur les 2 buts. Il perd son duel son duel aérien sur le second but. Sur le premier but, il fait partie de cette défense qui sort pas sur le milieu de terrain Bastia. Donc certes, dans le match, je trouve que ça a été le moins mauvais. Mais quand on est défenseur central et qu'on a impliqué sur 2 buts, c'est quand même compliqué d'avoir la moyenne. Donc c'est vous dire ce que je donne aux autres joueurs, parce que c'était vraiment compliqué. Moi, personnellement, j'ai bien aimé l'entrée de Joshua Dufus, qui a amené un petit peu de peps à une équipe qui en manquait beaucoup. Mais pas de là non plus à en faire un top. J'aurais mis Julien Le Cardinal aussi, parce que je trouvais que c'était un des rares qui répondait à l'intensité dans les duels. Mais jusqu'à la 70e, ce duel qui perd la tête et qui amène le deuxième. Mais il le joue. En vrai, c'est pas. Il le joue, mais il le perd. Il le perd, voilà. Ça compte, malheureusement.
Bon, les tops, c'est fait. On va passer au flop. On va... je vais vous demander, messieurs, on va rester avec vous, Franck, vous avez la parole. Alors, le joueur, peut-être les joueurs, qui vous ont le plus déçu samedi soir. Les milieux, les attaquants ? Avec des noms précis ou Non, c'est global? J'aurais été plus gentil offensivement avec Lucas Tassin. J'avais beaucoup aimé sa première mi-temps. Mais après, il a disparu un peu comme les autres. Donc, mais ouais, le milieu pour moi était complètement défaillant. Les trois d'ailleurs. Je ne mettrais personne au-dessus ou en dessous. Mouefek, Kanté. Boakier, les trois ont été décevants. On parlait de placement aussi de Mouefek, c'est assez haut comme la semaine dernière. On peut se poser la question si ça lui va vraiment bien. Boakier assez bas, on peut se poser la question s'il va vraiment bien là aussi. Je sais pas, messieurs, sur ces joueurs-là. Sur Boakier, c'est quand même. Le juger sur ce match-là, c'est quand même compliqué tant il a été performant. J'avais déjà dit vendredi semaines. que j'étais pas hyper convaincu par son positionnement aussi contre Dunkerque. Mais moi, je trouve que quand même globalement, ça marche pour lui dans l'axe. Là, bon, il a pas été bon. Il a pris un méchant coup de coude quand même, Boakier, qui aurait pu être sanctionné s'il y avait eu la VAR d'un carton rouge, je pense. C'est lui qui a pris jaune au final sur ce contact, mais c'est lui qui prend le coup de coude. Alors, est-ce que ça l'a fait un peu sortir de son match? Il y avait quand même une belle frappe à mettre à son actif en première mi-temps. Oui, sorti par le gardien. Très bel arrêt aussi. Très bel arrêt. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il a été en dessous. Moi, celui que j'ai trouvé vraiment en dessous au milieu de terrain, c'est Kanté par rapport à ses standards habituels, qui a symbolisé un peu cette AS Saint-Etienne perdue à Bastia. Donc le milieu de terrain, globalement, ça n'a pas été bon. Et puis devant, je pense qu'il faudra parler d'un Irvine Cardona qui a été le fantôme de lui-même sur ce match-là. Même si sur la frappe de Boakier, c'est lui qui fait la passe en retrait, mais c'est vrai qu'il a été... sur la frappe de Stassin aussi. Mais il a vécu un match compliqué, il perd ce ballon, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques de sa part, on sentait que il a fait partie aussi de cette équipe qui a flanché, donc c'est dommage parce que Cardona, pour le coup, c'était quand même le joueur qui nous avait tiré vers le haut. On parlait de la dernière remontée et des matchs exceptionnels de l'AS Saint-Etienne, notamment celui face à Bordeaux, qui était il y a 2 ans à peu près jour pour jour. C'est quand même pas le même Irvine Cardona qu'on a maintenant. Et d'ailleurs, offensivement, il n'y a pas que lui. Je trouve qu'il y a un David Ashvili qu'on a tendance à beaucoup voir sur les derniers matchs. Il a été fantomatique aussi, David Ashvili. Donc en vrai, il y a une faillite vraiment collective, stéphanoise. J'ai l'impression qu'on avait du mal aussi à se projeter, à se créer des occasions. Enfin, après, les Bastiers ont été bons aussi défensivement. Ils ont joué leur jeu. C'est ça le problème, on n'a pas su le déjouer ce bloc. Jérémy. Tout le monde a été cité, donc je ne vais pas être très très original, mais oui, le milieu de terrain, comme Franck, pareil, assez rapidement, on a senti des tribunes un Abdoulaye Kanté en difficulté. Enfin, ça s'est remarqué sur le premier but, ça s'est remarqué globalement dans les duels, dans la façon très délicate qu'il a eu à essayer d'orienter le jeu. Enfin, ça marchait pas, tout simplement, ça marchait pas pour Abdoulaye Kanté. Son match le moins bon depuis qu'il est à l'AS Saint-Etienne, très clairement. Milieu de terrain dans la lignée également. Ayman Mouefek très compliqué à toucher dans ce rôle juste derrière l'attaquant. 30 ballons touchés seulement pour Ayman Mouefek. Enfin, c'est famélique, malheureusement, pour le milieu de terrain stéphanois. Et puis oui, l'interrogation Irvine Cardona qui grandit, malheureusement. Avec des déchets techniques, en veux-tu en voilà, des mauvais choix, des duels perdus. On sait que c'est un joueur qui a besoin d'être à 100% physiquement pour être performant. Irvine Cardona, est-ce que c'est un problème physique pour lui aujourd'hui, de la lassitude? Il a enchaîné Irvine Cardona, puisque, alors certes, c'est pas la nation la plus médiatisée, mais il y a eu quand même des voyages avec Malte pour jouer 2 matchs qu'il a joué en entier face au Luxembourg il n'y a pas si longtemps à la pointe de l'attaque de Malte. Est-ce qu'il y a de la fatigue qui s'accumule pour lui? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, on aurait espéré un Irvine Cardona à un niveau différent. Exactement, mais on aurait aimé les voir tous à un niveau différent. Oui, on n'a pas parlé de la ligne défensive. Vous avez trouvé comment ces 4-là samedi soir, Franck? Ce qu'il y a, c'est que, à part les 2 actions, on n'a pas grand-chose à leur reprocher finalement. Mais 2 actions, ça fait 2 buts et c'est trop. C'est vrai qu'il n'y a pas de faute flagrante ou de déficience folle. Mais quand vous prenez 2 buts à Bastia qui ne gagne pas chez lui depuis le 3 janvier... Voilà. Et puis peut-être moins de dépassement de fonction aussi. On a moins vu Pedro et Holt comme on les avait vus sur les derniers matchs. On sait que sur des blocs bas resserrés,
la différence peut aussi venir de là, donc c'est peut-être là-dessus qu'on les a moins vus, mais c'est vrai qu'au final, à part ces 2 buts, mais c'est déjà beaucoup trop. Et d'ailleurs, la défense où j'inclurais Gauthier Larsonneur, qui sur le 2e but peut pas grand-chose, mais qui sur le premier pour moi est fautif, et je l'ai pas trouvé rassurant non plus dans ses sorties aériennes. J'ai le souvenir d'un corner qui cafouille en première mi-temps, où il sort 3 fois et presque 3 fois il loupe le ballon. Donc là franchement, c'est pour ça que je parle de faillite collective, parce que d'ailleurs moi j'ai mis la moyenne à personne, alors ça aussi entre 4 et 3, mais pour moi j'ai pas trouvé quelqu'un plus mauvais que l'autre. C'était vraiment collectivement que la Saint-Etienne n'y est pas arrivé. En fait, finalement, si on veut résumer, c'est un non-match, ce qui arrive, hein. Si ça arrivait tous les 10 matchs, pas de problème, sauf que ça se produit à un moment où il faut pas, justement. On voit bien que Philippe Montagnier, c'est moi ce que je ressens quand j'écoute ses déclarations, c'est qu'il protège son groupe, il les a pas allumés, mais malheureusement, ça arrive à un moment où on peut plus se permettre de lâcher des points. Ça dit, oui, Jérémy. Non, ce que dit Franck est parfaitement juste. Le non-match, oui, mais dans une période où il n'y aurait même pas besoin de discours pour motiver les joueurs, parce qu'on sait qu'il reste 3-4 matchs, que la montée en Ligue 1 vous tend les bras après un début de saison compliqué, normalement, la question de la détermination, de l'état d'esprit, elle ne devrait même pas se poser une seule seconde. Et c'est ça qui a défailli. Et c'est ça, aujourd'hui, qui interroge vraiment sur qu'est-ce qui va devenir de cette fin de saison. Parce qu'il n'y a pas à exclure qu'on repasse à travers d'un match à Rodez, ou que même face à Amiens, on se croit arrivé trop tôt et que ça ne le fasse pas. C'est ça, finalement, qui est le plus troublant dans cette rencontre à Bastia. Ça dit quoi, les notes pour les plus mauvais de la classe ? Les plus mauvais, du côté des supporters, c'est Erwin Cardona qui est cap de la plus mauvaise note, 1,6. Alors après, le problème des notes des supporters, c'est que c'est ça. C'est qu'en après-match à chaud à 22h15... On va faire ça, pour prendre du recul. Ouais, voilà. Et je pense qu'il y en a qui ont pas pris... pendant 24 heures, parce que je veux bien, Cardona n'ait pas été bon, lui mettre 1,5 quand même, c'est quand même un petit peu sévère. Mais globalement, ouais, c'est Cardona, David Tachvili aussi qui est sanctionné avec un 2,9. 2,9 aussi pour Philippe Montagnier. Donc voilà, après globalement ça monte pas bien au 2,8 pour Larsonneur. Les autres sont un petit peu plus hauts, il y a des 3,6, des 3,8 notamment pour Benol. C'est la défense finalement on en parlait justement, qui est un petit peu plus épargnée, avec Nadé qui a 4,1, le Cardinal 4,3, Pedro 4,2, mais pas de moyenne en tout cas chez les supporters. Chez nous non plus, il y a que le Progrès qui l'a mis le Cardinal du coup. À 5. Ouais, la moyenne, très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match perdu par l'AS Saint-Etienne face à Bastia. Prochain match, c'est donc ce samedi soir, 20h, face à 3. Ça va être le gros match de cette fin de saison, évidemment, que vous vivrez sur votre radio locale ici, Saint-Etienne. Et maintenant, on parle du week-end et de la semaine à venir pour les autres équipes de l'ASS. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. Jusqu'à 19h. Et on va parler de la réserve, pour commencer, qui jouait ce week-end face à Jura Sud. Ouais, exactement. Et qui a fait match nul, et qui ça n'arrange pas forcément les affaires des Verts en National 3. Ouais, ça n'arrange pas les affaires des Verts. Ils avaient 2 matchs, les Stéphanois. Il y avait, sur les dernières semaines, qui étaient vraiment importants. Un match face à Moulins et un match face à Jura Sud, 2 concurrents directs pour le maintien en National 3. Match nul à Moulins il y a 2 semaines, et là c'est cette fois-ci nouveau match nul 0-0 face à Jura Sud. Alors une Saint-Etienne qui a été grande dominatrice de cette rencontre, donc marquée déjà par la sortie de Paul Aymar, grave blessure, fracture du tibia, donc on ne reverra pas cette saison, qui s'est fait opérer hier soir, donc à qui on apporte tout le soutien. En plus, c'est assez rare, c'est sur une faute, la faute n'a même pas été signalée en fait par l'arbitre, à la stupeur générale. Donc, le joueur, non, il n'y a pas faute. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a peut-être eu d'ailleurs compensation un quart d'heure plus tard, puisque là, il y a eu un carton rouge pour un joueur de Jura Sud. Donc, la Saint-Etienne a joué en plus en supériorité numérique quasiment tout le match. Énormément d'occasions pour les Verts, notamment en seconde mi-temps, un poteau, une très belle occasion en toute fin de match pour Milan Totti. Malheureusement, c'est pas rentré. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la Saint-Etienne n'a pas perdu contre ses concurrents directs, donc elle reste devant eux. Mais la mauvaise, c'est qu'elle n'a pas pris beaucoup d'avance sur eux. Et là, maintenant, il va y avoir des matchs un peu plus compliqués face à des équipes de National 3 qui, elles, performent. Je pense notamment à Haut-Lyonnais ce week-end. Et il va falloir prendre des points pour les Verts si on veut éviter la Régionale 1. Donc ouais, cette fin de saison, elle est très importante aussi pour la réserve. Ouais, déplacement à Haut-Lyonnais, match contre Mâcon. Samedi, hein. Mâcon également, qui est 2e au classement de cette poule de National 3. Et le dernier match face à Cosne-sur-Loire,
qui est dernier. Ouais, alors la Cône pour le coup, mais qui n'est pas condamné encore. Oui, c'est vrai. Donc ça pourra aussi se jouer jusqu'au bout selon les résultats des prochaines semaines. Alors oui, l'avenir de la réserve est encore écrit en pointillé dans cette Nationale 3, mais oui, là, malheureusement l'information c'est la blessure de Paul Aimard, début de carrière pour lui, qui a fait ses débuts, plusieurs apparitions avec le groupe professionnel en Ligue 2, en Coupe de France, aussi à Nice, et c'est malheureusement un vrai coup d'arrêt dans sa jeune carrière. Puisqu'une fracture du tibia, alors les estimations varient, parce qu'il faut toujours que l'os se consolide, ça prend un temps différent selon les uns, selon les autres, mais c'est une blessure qui vous éloigne des terrains pendant plusieurs mois. Il y a par exemple, puisqu'on parlait de Nice, Moïse Bombito, un défenseur de Nice, qui a eu exactement la même fracture en septembre dernier, mais il n'a toujours pas rejoué. Donc ça peut parfois prendre énormément de temps. On souhaite que ce ne soit pas le cas pour Paul Aimard, mais c'est un vrai coup dur pour lui. Coup dur pour lui et pour le club, pour les Verts, qui auraient pu compter sur lui sur cette fin de saison peut-être, ou l'année prochaine. Il aurait peut-être pu amener une solution et un peu de fraîcheur sur cette fin de championnat, mais bon, c'est sûr qu'on ne le reverra pas de sitôt. Ouais. Et une réserve qui est mal en point, ça aussi c'est pas forcément rassurant pour le club. Moi, je pense que c'est le cas de beaucoup de clubs. On voit que même le niveau N3 maintenant devient très difficile. Je crois qu'il n'y a qu'un seul club qui a une réserve en N2, il me semble. Ouais, il y a eu un tas de descentes avec la réforme des championnats nationaux, donc il y a beaucoup de clubs malheureusement qui sont tombés en R1. J'espère que ça va éviter, mais c'est vrai qu'en fait il y a eu cette réforme aussi pour faire rapide sur les contrats professionnels. On n'a pas le droit d'avoir autant de contrats professionnels qu'on en avait à une époque, ce qui fait que les joueurs qui ne sont pas gardés en centre de formation, ils signent ailleurs, donc ça renforce les championnats inférieurs. Et maintenant, c'est pas rare de voir des clubs de National 3 qui ont des effectifs qui sont vraiment très alléchants, et du coup même en plus bas, en Régional 1, c'est plus les mêmes clubs qu'on avait à l'époque, donc ça joue plus, et forcément la Saint-Etienne, qui reste un club formateur qui veut jouer jeune, elle paye parfois par manque d'expérience sur certains matchs les résultats, mais pour le moment elle est en position de se maintenir, donc on va espérer que ça va être le cas. Oui, parce que les Verts sont pas relégables, faut le dire quand même. Non, ils sont pas relégables, ils sont pas en position de relégable. Mais disons que là, avec le calendrier qui arrive, il va falloir prendre des points pour éviter cette relégation, parce qu'il y a eu plusieurs clubs professionnels qui ont vu leur équipe réserve descendre en Régional 1, et on sait quand on descend en Régional 1, on sait jamais quand on remonte, parce que c'est des championnats, encore une fois, qui sont très très difficiles. Et puis la N3, c'est toujours un équilibre qui est difficile à trouver, parce que vous n'avez pas forcément de continuité, parce que oui, le but c'est de faire jouer les jeunes, mais quand il y a des pros qui reviennent de blessures ou autres, ils ont du temps de jeu à aller chercher, donc l'entraîneur de la réserve doit composer avec ça, avec certaines directives. C'est pas toujours les joueurs les plus performants ou les plus en rythme qui vont jouer. Non, il y avait quelques pros alignés ce week-end face à Jura Sud. Il y avait Stranja Stojkovic en défense. Ça vous fait sourire, Stranja Stojkovic. J'ai oublié qu'il était là. Oui. Mais il est toujours là, oui, effectivement. Stranja Stojkovic, Axel Dodot, Louane Gadek-Bekou, Paul Aimard, on l'a évoqué malheureusement, et aussi Gian Nguessan, Joris l'a évoqué tout à l'heure, Gian Nguessan qui est sorti à la mi-temps pour une alerte musculaire. Alors, si on a 2 minutes, le cas de Gian Nguessan, je ne sais pas à combien d'alertes musculaires il est depuis le début de la saison. Je ne sais pas si j'ai assez de doigts sur les mains pour les compter. Non, mais c'est vrai. C'est une énigme. Depuis, si on considère que le début de la saison, ça a commencé en juin avec la reprise de l'entraînement professionnel, il se blesse en fait contre l'Étoile Carouge, premier match de préparation de l'AS Saint-Etienne, et depuis, c'est un chemin de croix pour lui, une saison très très compliquée. Alors que c'est un joueur dont on aurait pleinement besoin justement en ce moment, quand on voit qu'il y a des joueurs qui ont été repositionnés. On aurait besoin potentiellement d'un attaquant pour suppléer Lucas Tassin sur des fins de match. Et malheureusement, Gian Nguessan, c'est compliqué. Il a joué aussi le mondial U20 en novembre, donc il n'était pas forcément là avec l'équipe première, mais très peu d'apparitions finalement avec l'équipe première. Je crois qu'il a plus d'apparitions l'année dernière en Ligue 1 que cette saison en Ligue 2. Donc c'est dommage, parce que c'est un joueur, encore une fois, pour l'avoir vu jouer avec les jeunes, qui est plus que prometteur, mais pour le moment, difficile pour lui d'éclore au plus haut niveau. Ça, c'est pour la réserve. On espère que pour lui, ça va aller. Gian Nguessan, que ce sera qu'une alerte pour rien, entre guillemets, qui va pouvoir continuer la saison tranquillement. On va parler maintenant des féminines de l'AS Saint-Etienne, qui, après une pause de 3 semaines, je crois, dans le championnat, les féminines vont retrouver le championnat de Première Ligue avec,
pas de match pendant 3 semaines, mais 2 matchs en une semaine. Normal, donc, avec le PSG mercredi à 16h30 et Montpellier à 21h. C'est une semaine hyper importante, cruciale, Jérémy, on peut le dire, pour les joueuses de Yannick Chandiou. Il reste que 3 matchs à disputer dans ce championnat de Première Ligue, 2 cette semaine. C'est la dernière ligne droite dans une fin de saison pleine de suspense pour le maintien. On le rappelle, il y a 2 équipes qui descendent dans la 2e division et elles sont 3 équipes avec le même nombre de points: Saint-Étienne, Lens et Montpellier. Donc voilà, alors il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. L'enjeu, il est énorme et il y a ces 2 premiers matchs à négocier cette semaine. Alors celui contre le Paris Saint-Germain, c'est pas celui sur lequel on table forcément pour prendre des points du côté de la Saint-Étienne face à l'un des cadors français et européens, mais il y a beaucoup de regards qui vont déjà se tourner vers Montpellier samedi, déplacement là-bas. Ce sera le match à ne pas perdre pour cette équipe stéphanoise face à l'ancien club de son entraîneur, Yannick Chandiou, l'entraîneur de la Saint-Étienne récemment nommé, qui était à Montpellier en début de saison. Ouais. Donc voilà, c'est le côté étrange de cette rencontre, mais c'est clairement le match à ne pas perdre, puisque, on le rappelle, au jeu de la différence de but particulière qui se met en place dans ce championnat-là. Pour l'instant, les 3 équipes, Lens, Saint-Étienne, Montpellier, sont à égalité en termes de points, mais à la différence de but particulière, c'est Saint-Étienne pour l'instant qui a l'avantage. Donc si la Saint-Étienne ne perd pas à Montpellier, elle aura fait un très très grand pas vers le maintien. Ouais, semaine très très importante pour les. Ouais, la semaine est importante, surtout qu'il y a ce match face à Paris mercredi. Alors on a l'habitude de dire que le Paris Saint-Germain c'est au-dessus avec Lyon. Cette saison quand même, le Paris Saint-Germain c'est pas du tout du niveau de l'Olympique Lyonnais. Alors c'est une équipe bien supérieure à la Saint-Étienne, ok, mais il y a quand même quelque chose à faire. Sur un malentendu, peut pas accoucher à nul. En vrai, moi je pense qu'il faut y aller pour faire un résultat déjà parce qu'on n'a rien à perdre. Je veux dire, c'est un match sur le papier. Normalement, on coche pas de points pour la Saint-Étienne. On n'a rien à perdre. Mais dans la forme actuelle, je me dis que la Saint-Étienne peut aller faire un résultat à Paris, ce qui serait de très bon augure avant ce match contre Montpellier, qui est samedi à 21h d'ailleurs, si on peut parler de l'horaire. Les 2 horaires, parce que mercredi à 16h30, il y a des gens qui bossent, donc on ne peut pas forcément les suivre. Et mercredi, 21h, samedi, voilà. Donc les hommes jouent à 20h, les féminines à 21h. Quand on veut promouvoir le football féminin, je pense qu'on pourrait pas s'y prendre aussi mal. C'est-à-dire que l'AS Saint-Étienne, on a vu en plus qu'elle fait une belle affluence face à Lens, un match capital pour le maintien. Je dis pas qu'il y aurait eu un déplacement de supporters à Montpellier, mais je pense que les gens l'auraient suivi ce match-là avec intérêt. Là, je veux dire, vous le mettez en même temps que Saint-Étienne 3 en Ligue 2, qui est capital pour la montée des joueurs de Philippe Montagnier. Malheureusement, ce match-là va passer au second plan. Et même pour nous, médias, qui travaillons dessus, on va être obligé de jongler entre les 2 matchs. Mais la couverture sera pas du tout optimale. Donc ça, c'est vrai que je trouve que c'est encore des décisions qui interrogent. On sait que les Saint-Étienne jouent à 20h depuis le début de la saison. Je veux dire, quand on fait le calendrier de la FFF, on pouvait très bien mettre cette affiche à 15h ou 17h. Comme souvent, ça a été le cas d'ailleurs. En plus, ouais. Donc c'est vrai que j'arrive pas trop à comprendre. Elles n'ont jamais joué, je crois, le samedi à 21h de la saison, ou presque pas. Quasiment et là, pas. Juste ce soir-là. Ce soir-là, il fallait que ça tombe. Il y a quand même 2-3 trucs que je comprends pas à la LFFP et à la fédération aussi quand même. Les féminines donc vont devoir s'employer cette semaine. On sera derrière elle évidemment et on vous tient au courant des résultats de la Saint-Étienne féminine. Merci beaucoup messieurs, merci Jérémy, merci Joris, merci Franck. Avec plaisir. On rappelle le podcast de Franck de Soudevert avec Damien Perkis. Tout à fait. C'est le tout dernier numéro, ancien Stéphanois évidemment, ancien Troyen également. Donc à retrouver sur votre plateforme de Soudevert. Merci beaucoup messieurs, bonne semaine. Merci, bonne semaine à vous. Et puis le match samedi Saint-Étienne 3 dès 19h sur votre radio locale, ici Saint-Étienne Loire.